Nous sommes un lundi matin, ou plutôt un mardi. Il pleut, j'ai 25 ans. Je suis sur mon vélo, d'occasion, les vitesses ne passent pas, mais c'est pas grave, au moins celui-là, on ne me le volera pas. Il est 6h35, je pars de chez moi pour aller travailler. Je suis une femme, je suis une mère, je suis une guerrière, et je suis infirmière et j'en suis fière. Je m'appelle Christelle Galvez. 7h, j'arrive enfin à la clinique. Mon repère, mon travail, mon équipe. 7h15, mon vestiaire. Ah, aujourd'hui, c'est taille 3, haut et bas. Et oui, quand on est infirmière, on fait avec ça. On apprend vite qu'il faut tout laisser là-bas. Sa taille, sa famille, ses joies, ses peines, sa vie perso, quoi. 7h23, je suis prête à l'emploi. Qu'est-ce que j'aime ce moment où les patients se réveillent après leur opération. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Je suis infirmière en salle de réveil, au bloc opératoire. J'ai toujours rêvé d'être ce personnage en bleu. Vous savez, celui qui est dans ce bloc opératoire, avec ce rythme fourni, ce brouhaha, ces allers-retours dans les couloirs, ce moment où tout commence et tout s'arrête, un souffle, un moment. Des bips, des visiteurs, pour la première fois, qui n'ont pas du tout envie d'être là. Mais moi, qu'est-ce que j'aime ça! Je suis passionnée, j'ai hâte de les réveiller. Aujourd'hui, je suis en endoscopie. C'est un service un peu plus tranquille. Bien sûr, ça va plus vite, mais les prises en charge sont plus simples, les patients aussi. Ça va être plus cool. 7h35, mais Vanessa n'est pas là. Vous savez, l'infirmière qui accueille les patients, qui les prépare. Moi, je suis censée aller en salle de réveil, la préparer. Ah, Vanessa ne viendra pas, c'est sûr, il n'y aura personne. Mais les patients sont déjà là. Et ben voilà, quand tu es infirmière, en 2, 4, 6, tu la remplaces, tu les accueilles, tu les prépares. Bon, 7h35, c'est clair, je suis débordée. Je colle des étiquettes, à lire, les collations, un patient par-ci, un patient ici. 8h05, ah, Vanessa arrive, je vais lui faire des transmissions, parce que de toute manière, c'est comme ça, à l'hôpital. Tout ne va pas forcément comme on veut. 8h20, je suis enfin dans ma salle de réveil. Ça y est, les premiers patients peuvent arriver. Je les accueille tranquillement, un par un. 9h, le téléphone sonne. C'est la radiologie. Mince, j'avais oublié. C'est ma mère, elle vient aujourd'hui pour un examen, je m'inquiète pour elle. Elle a 50 ans, elle tousse depuis 3 semaines, elle fait que de maigrir. Je lui ai pris un examen parce que quand tu es infirmière, tu es souvent le repère santé pour ta famille. Même pour des trucs, tu ne sais même pas quoi répondre. Mais là, ce jour-là, le radiologue me dit « Viens voir, ça ne va pas le faire ». Ma mère, elle, c'est un roc. Elle me remercie d'avoir organisé ça pour elle. Mais quand tu es infirmière, tu sais des trucs que les autres ne savent pas encore. « 9h30. Je suis pas bien, mais ça se voit pas. Un petit peu peut-être. Je continue ma journée. Les patients, je les réveille, un à un, tout va bien. Et puis il y a ce bip. Ce bip, ce scope, ce bip qu'on ne s'habitue pas à ce bip. Ce bip, il est différent. Tiens, ce patient, ah, je me rappelle de lui. Je l'ai accueilli ce matin. Il était bien stressé. Qu'est-ce qu'il a? Ah, son cœur bat trop lentement. Trop lentement. Je vais tout de suite voir l'anesthésiste dans la salle d'à côté. Docteur, le patient que vous m'avez envoyé, qui est en salle de réveil, il bradycarde, son cœur bat lentement. Qu'est-ce que je peux faire? Fais-lui de l'atropine, ça ne peut pas lui faire de mal. On a l'habitude de travailler ensemble, j'aime la confiance qu'il me donne, pas de problème, je vais la préparer. Ah la seringue, je ne l'ai pas préparée comme d'habitude chaque matin, c'est mon habitude.
pour ouvrir une salle de réveil et tu prépares des drogues au cas où si tu en as besoin. Mais ce matin, je faisais le boulot de Vanessa. Donc je prépare une ampoule, ma seringue, et je vais retrouver mon patient et lui injecter directement dans ses veines ce traitement. Mince, j'ai un doute. Qu'est-ce que j'ai injecté? Attends, dans la boîte à aiguilles, quelle ampoule j'ai injectée? Ce n'est pas de l'atropine. Mais ce n'est pas de l'atropine, c'est de l'adrénaline. L'adrénaline, ça n'a rien à voir. L'adrénaline, ça accélère le cœur, ça le fait se contracter bien plus fort. Le patient a chaud, j'ai chaud, je flageole, il a mal, sa poitrine se contracte, il fait un infarctus du myocarde. Ok, 10h05, c'est sûr, j'y vais, mon patient est ma priorité. 10h06, j'alerte, j'ai fait de l'adrénaline, le patient fait un infarctus du myocarde, je sais, parce que j'ai l'habitude avec les cardiologues, lors des tests à l'effort, on injecte de l'adrénaline, ça permet de tester le cœur, de vérifier les risques d'infarctus. L'anesthésiste, le cardiologue, 10h07, tout le monde est là. Pas de discussion, il faut l'emmener sur la salle d'intervention où les cardiologues vont prendre soin de lui. Allez hop, on y va. 10h10, c'est tout prêt, on y arrive. Le patient, 10h15, il est sur la table d'opération. Je me sens impuissante, mais l'équipe est là. 10h20, ça y est, le patient est sauvé. Le stent, le petit ressort, est posé dans son artère qui était bouchée dans son cœur. 10h25, je suis effondrée. Je pleure. Je ne sais pas comment je vais continuer. Le médecin essaye de me rassurer, je ne l'entends pas. 10h30, je suis à mon poste. C'est reparti, on recommence. Les nouveaux patients sont là. Mais alors là, moi, j'ai plus du tout confiance en moi. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce qui a fait que je fasse ce genre de choses? Ah oui, je sais. Ce matin, je n'ai pas préparé mes drogues. Je n'ai pas préparé mes médicaments, comme d'habitude. Et puis ces ampoules, l'adrénaline, l'atropine, elles sont proches, elles se ressemblent. Transparent, écrites en rouge. Le téléphone sonne. C'est la chef de bloc. Ouh, si je pouvais disparaître. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Et en plus, c'est les soins intensifs qui m'appellent et qui me prévient, et même pas toi. Mais alors là, tu vas voir, cet avertissement, il est bien mérité. J'ai pas le temps pour ça, mais on verra. Cet instant a suffi pour me mettre sur pause. Même si cet avertissement n'arrivera jamais, j'ai découvert ce jour-là que j'avais la vie et la mort entre mes mains. Toutes mes certitudes, toute mon assurance, toute la confiance en moi, tout avait disparu. J'espérais que ce jour-là, je n'avais plus rien à injecter. D'ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais d'ailleurs. Alors pendant des mois, j'ai caché mes bouffées de chaleur à chaque injection. J'ai caché mes peurs, mes doutes. J'ai caché ma honte, la honte de mon erreur. Cette insécurité ressentie était tellement insupportable que j'ai engagé toutes les vigilances, j'ai vérifié toutes les pharmacies, j'ai voulu tout sécuriser. De la moindre petite erreur, moindre chose était importante pour moi, et surtout, fuir le terrain, c'était ma seule solution. Alors, j'ai fait croire à moi, à vous, que devenir manager, ça allait tout arranger. Me calmer, vous sécuriser, et tout le monde m'a cru. J'ai travaillé, je me suis engagée, j'ai repris l'école, j'ai bossé. À 30 ans, j'étais directrice des soins de la clinique où j'ai commencé. Ça y est, vous êtes en sécurité. Comptez sur moi, vous n'allez plus du tout faire d'erreur. C'est sûr, plus jamais. Quelle utopie! J'étais devenue la directrice des problèmes. La fuite d'eau, l'infirmière de nuit qui ne vient pas, mes collègues complètement épuisés, les fiches d'incidents.
les plaintes lancinantes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y a pas de système A, même B. Ma quête de sens, cette quête de sécurité, me pousse à tout arrêter. Retour chez Pôle emploi. Quand tu es infirmière, ça se fait pas. Direction les États-Unis. Stanford, le premier centre de simulation au monde pour anticiper l'erreur, se préparer en santé. Me voilà. L'armée de l'air, l'Institut biomédical des armées en France. Me voilà. Comment vous avez tous fait pour éviter l'erreur? Dites-le moi. Eh bien, les amis, j'ai découvert des choses incroyables, des rencontres inspirantes. Mais avant tout, j'ai trouvé 2 choses indispensables qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. La première, c'est que l'erreur, vous ne pouvez pas l'empêcher. Elle est liée à votre humanité. Elle est le résultat de remparts qui ont sauté. En fait, vous devez dealer avec l'erreur. Vous devez la regarder en face, la déjouer, lui faire la peau, la regarder, la comprendre sans la juger et apprendre. Peut-être que vous croyez que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'erreur, en tout cas pas comme la mienne. Mais en fait, sachez qu'on fait à peu près 20 erreurs par jour, tous. Mais que comme on a des connaissances, qu'on est reposé, qu'on a bien dormi, que l'on a des réflexes, que l'on est concentré, eh bien on en récupère plus de 80%. Et ça toute la journée. Par exemple, ça vous est déjà peut-être arrivé de vous retrouver en voiture sur le chemin du travail alors que c'est dimanche matin et que vous n'étiez pas du tout censé y aller. Eh bien, en voilà une que vous avez rattrapée. Je ne suis pas sûre que vous l'auriez dit à qui que ce soit en rentrant. Au fait, je suis partie. C'est le genre d'erreur que vous gardez pour vous, puis ça passe. Nickel. Mais vous me direz, les 20% là qui restent, elles ne vous travaillent pas? Qui c'est qui les récupère, ces 20%? Eh bien, c'est le deuxième élément que j'ai trouvé. C'est l'équipe, mes amis, l'équipe. L'équipe, celle que vous avez choisie, vos amis, votre mari. Et puis celle que vous n'avez pas choisie, celle du travail, vos collègues de travail, votre directrice des soins, vos médecins, vos patients, leur famille. Et cette équipe, elle apprend, vous apprenez. Vous voyez bien que dans la vie de tous les jours, quand vous travaillez avec elle, plus vous vous connaissez et plus elle anticipe vos besoins, elle récupère vos erreurs. Et vous voyez à quel point c'est agréable d'être dans une équipe qui récupère votre erreur, qui anticipe, qui déjoue. Et très souvent, d'ailleurs, dans pratiquement 20% des cas, toutes vos erreurs sont récupérées. Et vous passez votre temps, vous aussi, à récupérer les erreurs des autres. Et c'est comme ça qu'une équipe fonctionne. Quel plaisir de voir ce moment où on réussit en équipe. Alors, force de ces 2 éléments, je me suis relevée. Et qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai monté un premier centre d'entraînement en France, au travail en équipe. En santé, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Bien sûr, je voulais partager ça, s'entraîner en équipe. Mais quelle bonne idée! Alors, caméra embarquée, simulation, tout le monde on y va. Quel régal de partager ça. Et puis, il y a 10 ans, on m'a proposé, et j'ai choisi, de redevenir directrice des soins et des parcours, mais cette fois-ci, avec une autre manière de travailler, une autre manière de l'appréhender. J'y ai mis tout ce que j'ai appris. Je suis directrice des soins dans un centre de lutte contre le cancer, et cette spécificité, c'est qu'on est avec une direction médicale et avec un binôme soignant. J'y ai mis la valeur qui est de connaître et rencontrer les personnes qui font partie de mon équipe. J'ai de ce fait passé les 3 premiers mois de mon poste immergée dans les équipes, auprès de chaque métier,
des brancardiers, aux femmes de ménage, à la pharmacie, en hôpital de jour ou en bloc opératoire. J'ai passé 3 mois à connaître chaque personne qui faisait partie de mon équipe. Et ces 3 mois m'ont permis de me dire qu'il y avait une recette, on allait construire en équipe, médicaux, soignantes, administratives, les projets communs qu'on allait construire, qu'on allait partager avant chaque projet avec l'équipe et avec les patients, qu'on allait recueillir leurs avis, leurs idées. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ce que je voulais, c'était aussi pouvoir permettre de travailler dans des temps et sacraliser du temps de rencontre. Il ne suffisait pas de ces 3 premiers mois. Et donc, ces temps de rencontre, c'est ces briefs, ces débriefs, sacraliser des moments, chaque jour, à 11 heures, par exemple, sur la gestion des lits. Tous se réunir, les médecins, les infirmiers, les bed managers, se mettre d'accord, prioriser, être capable de se parler. Organiser 24 heures sur 24 une cellule qui réagit aux situations exceptionnelles qui peuvent laisser les équipes ne pas rentrer chez eux sans avoir débriefé. Les situations compliquées, on doit être là. Le troisième enseignement que j'ai eu, c'est donner de l'importance à la différence. Comprendre que nous avons chacun une représentation du monde qui n'est peut-être pas le même que le vôtre. Peut-être que nous avons des rites, des coutumes qui n'est pas le même que notre collègue ou nos patients. C'est comme ça qu'on a créé une cellule d'interculturalité, former l'ensemble des professionnels chaque année avec des temps de débriefing, encore une fois, sur l'interculturalité, la médiation interculturelle, éviter les incompréhensions du monde de l'autre pour pouvoir éviter les conflits et se connaître d'abord soi-même, connaître ses repères pour pouvoir accueillir ceux des autres. Et puis, une autre chose, 4e enseignement que j'ai appris à l'armée, c'est déclarer les presque accidents. En faire un bien le plus précieux. Ce truc où on a senti que c'était à 2 doigts d'arriver. Cet événement qui fait qu'on se dit, tiens, si je l'avais, je ne pourrais pas le déclarer dans une fiche d'incident parce qu'il n'y a pas d'incident. Et bien justement, c'est un presque accident. C'est très intéressant parce qu'en plus, il n'y a pas toute la culpabilité de l'erreur comme celle que j'ai faite. Et donc, on a mis en place des fiches d'ambiance qui permettent à tous les collaborateurs de pouvoir déclarer à la direction, en direct, live, une ambiance, une situation de tension ou à risque qui peut mettre en difficulté son travail au quotidien. Et tous les mois, nous avons le plaisir de découvrir en revue ensemble avec les ambassadeurs, ceux qui écrivent ces fiches d'ambiance, les actions pour pouvoir déminer et éviter justement la fracture et la difficulté. Et puis, une dernière chose, un dernier enseignement, c'est qu'en situation de stress, nous revenons toujours à notre état naturel et à notre réflexe primaire. Et donc, la langue maternelle, à l'armée de l'air, un pilote qui prend l'avion de chasse, en tout cas j'étais dans l'armée, doit toujours communiquer sa langue maternelle. Parce que quand il était en situation de stress face à une situation, le contrôleur de l'air peut parler la langue qu'il peut entendre à ce moment-là, et à ce moment-là échanger. Et donc, vous imaginez que ça a été très naturel dans un centre de lutte contre le cancer, où on s'est bien dit qu'annoncer un cancer à quelqu'un, c'est quand même une sensation de danger imminent. Le besoin d'identifier la langue maternelle et accompagner dans la langue qui est la plus chère, ce moment où c'est important. Sans compter sur la famille, parce que c'est un rôle qui ne lui appartient pas. Et donc, travailler les interprètes, accompagner ce moment-là. La dernière étape, c'est l'équipe avec la ville. On vient d'entendre Mathieu. Eh bien, justement, nous avons identifié dans cette immersion, mais ce travail en commun, que le patient, c'est lui le premier membre de l'équipe. C'est lui le pilote de cet avion. C'est lui qui identifie tous les professionnels, tous les acteurs qui sont autour de lui, de son aidant, à son pharmacien, à son infirmier libéral, à son médecin. Et donc nous, comment faire ensemble, comment organiser, comment partager la connaissance. Et donc on a lancé dernièrement la première communauté pour créer cette émulsion de la lutte contre le cancer tous ensemble. Voilà, à 44 ans, presque 20 ans plus tard, il m'a fallu une erreur, une fuite en avant, devenir manager, partir à l'autre bout du monde, créer un centre d'entraînement, aller à Lyon, devenir directrice des soins, créer une communauté, préparer ce talk pour comprendre
que l'on est une seule pièce avec deux faces. La face force, mes connaissances, mon engagement, ma force, mon envie d'être là. Et ma face vulnérabilité, mes peurs, mes doutes, mes erreurs, mes réflexes, pas toujours bons. Ces deux faces-là, elles m'ont amenée à me dire que je suis convaincue. Je suis convaincue aujourd'hui que pour soigner, pour rester à l'hôpital ou pour continuer à soigner et être en bonne santé, il faut faire la paix avec cette envie de perfection, ce besoin de toujours faire bien, ce truc qui nous emmène à nous dire qu'est-ce qu'on va penser si je fais des erreurs. Et faire la paix aussi avec tout ce qui est compliqué, tout ce qui nous amène, qui vient de l'extérieur, et effectivement qui peut nous faire râler. Et surtout, comprendre qui on est, comprendre notre vulnérabilité, comprendre nos failles qui font que je suis un coéquipier qui a bossé, mais avec qui vous allez avoir envie de bosser, parce qu'on va être complémentaires. Alors, en préparant ce talk, j'ai trouvé 2 phrases que je vous donne, parce que c'est un cadeau que je me suis fait et que je vous fais. La première, c'est qu'on dit tout le temps « l'erreur est humaine ». Mais en fait, la vraie phrase en elle-même, c'est pas celle-là. Je vais la lire pour éviter de l'écorcher, parce que mine de rien, elle mérite d'être connue. Elle est issue du sermon de saint Augustin, et elle dit « Se tromper est humain, persévérer dans son erreur est diabolique ». On aurait pu me le dire. Et la deuxième phrase, Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et vous, qu'avez-vous fait de vos erreurs ? Merci.